c'est la Californie. Si c'était son propre pays, son économie serait la 5e plus riche du monde, juste derrière celle du Japon, mais plus grande que celle du Royaume-Uni. Mais ce genre de domination ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il a fallu attendre 1971 pour que la Californie dépasse New York pour devenir la plus grande économie des États-Unis. Et elle n'a pas abandonné ce titre depuis. L'État est repassé des champs d'or aux terres agricoles, des plateformes pétrolières à Hollywood, puis à la Silicon Valley. Mais comment ces industries en sont-elles venues à se concentrer ici en premier lieu? C'est l'histoire de comment la Californie est devenue l'État le plus riche d'Amérique. Au début des années 1800, la Californie n'était qu'un territoire peu peuplé sous contrôle mexicain, connu principalement pour son élevage, quelques petites fermes et quelques missions chrétiennes très isolées. Elle a reçu peu d'attention jusqu'en janvier 1848, quand un homme nommé James Marshall a découvert de l'or dans un moulin près de Coloma, au nord-est de Sacramento. Juste un an plus tard, environ 90 000 personnes étaient arrivées en Californie dans l'espoir d'en trouver pour elles-mêmes, devenant instantanément riches. À la fin de 1853, ce nombre avait grimpé à environ 250 000, dont la plupart étaient des chercheurs d'or à la recherche des 2 milliards estimés d'or qui ont finalement été extraits pendant cette période. Le gouvernement américain a réagi de manière inhabituelle. Au lieu d'établir la Californie comme un territoire d'abord, comme il l'avait fait avec presque toutes les autres régions de l'Ouest, le Congrès l'a admise directement comme un État en septembre 1850, contournant entièrement le statut territorial. Cela a permis à la Californie de fixer ses propres frontières étendues dès le début, englobant des montagnes riches en minéraux, des ports côtiers et la vallée centrale riche en agriculture. La population de résidents à temps plein de San Francisco est passée d'environ 1000 personnes en 1848 à plus de 25 000 juste un an plus tard. En 1860, ce nombre a doublé pour dépasser les 50 000. Son port était inondé de navires abandonnés, laissés par des équipages qui les avaient amenés puis s'étaient dirigés vers les champs d'or. Beaucoup de ces navires ont été réaffectés en magasins, hôtels et entrepôts, devenant ainsi la première infrastructure permanente dans ce qui était encore une ville frontière, la rendant, au moins pendant un certain temps, un peu comme une ville flottante. Quelques années seulement après son accession à l'État, la Californie agissait moins comme un prix d'après-guerre et davantage comme une branche fonctionnelle d'une économie nationale. Vers la fin des années 1800, la Californie commençait à changer. L'or se faisait rare, mais le sol de la vallée centrale était riche et le climat permettait à des cultures, comme le blé, de pousser presque toute l'année. Le seul problème était l'eau, le terrain était sec et la pluie n'était pas fiable. Sans irrigation, l'agriculture à grande échelle ne fonctionnerait pas. Malgré les défis liés à l'eau, les agriculteurs ont commencé à planter du blé. Beaucoup. En 1890, la Californie produisait près d'1 million de tonnes par an, ce qui en faisait l'un des principaux exportateurs de blé au monde. Mais la culture du blé, année après année, a épuisé les nutriments du sol, poussant les agriculteurs à rechercher des cultures plus durables et rentables. C'est à ce moment que les choses ont commencé à changer. Les projets d'irrigation se sont lentement développés. Avec plus d'eau, les vergers et les vignobles ont pris le dessus. Dans le sud, la culture des agrumes a explosé. Dans des endroits comme Riverside, les orangeries produisaient à peu 300 boîtes par acre au début des années 1009, 103 fois plus qu'auparavant. La culture du raisin s'est également répandue. En 1900, il y avait plus de 200 000 acres de vignobles à travers l'État. En même temps, la demande de bœuf à San Francisco et Los Angeles a entraîné un boom de l'élevage de bétail. Tout cela signifiait qu'ils avaient besoin de travailleurs. Beaucoup d'entre eux, dans les années 1870 et 1880, environ 75% de la main-d'œuvre agricole de Californie était chinoise. Ils ont creusé des canaux, défriché des terres et construit les systèmes qui ont permis l'irrigation de fonctionner. Après l'adoption de la loi d'exclusion des Chinois en 1882, leur nombre a diminué. Les immigrants japonais ont commencé à prendre leur place. D'ici 1902, les travailleurs japonais louèrent des terres et exploitèrent des fermes à travers l'État. Peu de temps après, la main-d'œuvre mexicaine a également commencé à augmenter. Puis sont arrivés les wagons réfrigérés. En 1906, le Pacific Fruit Express a lancé une flotte de ceux-ci. Avant cela, les produits frais devaient être vendus près de l'endroit où ils étaient cultivés. Désormais, les oranges, les raisins et la laitue de Californie pouvaient atteindre Chicago et New York sans se gâter. L'essor agricole de la Californie a eu des implications de grande portée. Économiquement, cela a positionné l'État comme un acteur crucial sur les marchés alimentaires nationaux et internationaux. Socialement, cela a conduit à des dynamiques de travail complexes et à des changements démographiques, avec des vagues d'immigrants façonnant le tissu culturel de la région. Cependant,
La dépendance à l'irrigation a soulevé des préoccupations environnementales, y compris des litiges sur les droits de l'eau et la durabilité à long terme des ressources en eau, un défi qui persiste encore aujourd'hui. Hollywood est apparu peu de temps après. Voyez-vous, dans les années 1910, la plupart des productions cinématographiques américaines étaient basées sur la côte Est. En fait, Thomas Edison possédait le premier studio de production cinématographique du monde dans le New Jersey. Mais à travers sa société de production, Motion Picture Patent Company, il a essayé de monopoliser l'industrie en contrôlant les brevets clés sur les caméras, les projecteurs et les stocks de films. Il a poursuivi agressivement les cinéastes indépendants qui ne payaient pas pour licencier sa technologie. Alors ils ont commencé à chercher un endroit hors de sa portée. Ils l'ont trouvé en Californie. La cour du 9e circuit à l'ouest était moins agressive dans l'application des revendications de brevets. Los Angeles était suffisamment éloigné de la base d'Edison, au New Jersey, pour rendre les poursuites judiciaires plus difficiles à mener. Le temps a également aidé. Los Angeles avait du soleil presque tous les jours de l'année et des terrains ouverts où les studios pouvaient tourner en extérieur sans retard dû à la pluie. Le terrain variait à quelques heures de route. Déserts, montagnes, plages, terres agricoles, les films pouvaient simuler presque n'importe quel décor. D'ici 1915, la majeure partie de la production cinématographique du pays s'était déplacée à Los Angeles. La première version d'Hollywood n'était pas glamour. Les studios fonctionnaient avec des budgets réduits, utilisant des décors temporaires et des distributions rotatives. Mais la demande a rapidement augmenté. Au début des années 20, Hollywood s'était imposé comme la capitale mondiale du cinéma, produisant pratiquement tous les films montrés aux États-Unis et représentant 80% des revenus des films montrés à l'étranger. Au milieu des années 20, 50 millions de personnes par semaine allaient voir un film, soit la moitié de la population totale du pays. Au fur et à mesure que l'industrie se développait, Los Angeles a commencé à se construire une image autour du cinéma. Le panneau Hollywoodland a été érigé en 1923, qui était à l'origine une publicité pour un lotissement dans les collines au-dessus de la ville. Mais avec le temps, il est devenu un symbole de l'industrie elle-même et la partie Land a finalement été retirée. Les studios ont engagé des attachés de presse pour promouvoir leurs stars. Et les magazines de fans ont contribué à façonner une nouvelle sorte de culture de la célébrité. L'attrait n'était pas seulement les films, c'était l'endroit. Les palmiers de Californie, le climat méditerranéen et la lumière infinie ont été intégrés dans les histoires. Les gens ont commencé à associer la Californie au succès, à la beauté et à la réinvention. Mais alors que Hollywood se transformait en Hollywood, quelque chose d'autre se passait. En 1892, l'identité du pétrole a été découvert à Los Angeles. D'autres champs ont suivi. Santa Fe Springs en 1919, Huntington Beach en 1920, Beach en 1921. Dans les années 1920, le sud de la Californie était l'une des principales régions productrices de pétrole dans le monde. Certaines années, le comté de Los Angeles à lui seul produisait de la production mondiale. En 1900, la Californie a produit environ 4 millions de barils de pétrole. D'ici 1920, elle a produit 77 millions. Les plateformes pétrolières se sont répandues dans les quartiers. Des puits ont été forés à côté des écoles et des plages. Les villes se sont développées autour du pétrole. L'argent a financé les routes, les bâtiments et les premières infrastructures, mais il y avait trop de pétrole. Les approvisionnements ont commencé à dépasser la demande. Les prix se sont effondrés. Un baril de pétrole est passé de 1,19 en 1900 à 65 cents en 1905. Il y avait peu de règles. Les gens forèrent partout où ils le pouvaient. Cela a apporté de la richesse, mais aussi de l'instabilité. La croissance de la Californie reposait sur le pétrole, mais le commerce jouait également un rôle énorme. Dans les années 30, les ports déplaçaient d'énormes quantités de marchandises en Californie et en dehors. Leur taille et leur emplacement les rendaient essentiels pour la logistique de guerre. Lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, les ports de Californie sont devenus des centres névralgiques pour le déplacement des troupes, des armes et des fournitures à travers le Pacifique. L'économie de guerre a tout changé. Après Pearl Harbor, les États-Unis ont intensifié leur production militaire. La Californie est devenue un centre névralgique. Ses ports, son pétrole, ses usines et sa main-d'œuvre l'ont rendu essentiel à l'effort de guerre. 17% de toute la production de guerre des États-Unis provenait de Californie. 10% de toutes les dépenses de défense ont été investies dans l'État. Los Angeles est devenue une capitale de l'aviation. Lockheed a construit des bombardiers à Burbank. Douglas Aircraft s'est développé à Santa Monica et Long Beach. Inglewood et Palmdale se sont remplis de hangars et d'usines. San Diego a construit des navires. La région de la baie a géré la logistique navale du Pacifique. Oakland et Richmond sont devenus des ports de guerre. Après 1945, la guerre froide a maintenu l'argent en circulation. La Californie ne s'est pas réduite. Elle s'est agrandie.
Dans les années 50, les contrats militaires constituaient une part importante de l'économie de l'État. L'aérospatiale était au centre. Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la seule Californie du Sud représentait entre 20 et 30% de tous les emplois dans l'aérospatiale du pays. En 1971, la Californie avait la plus grande économie de tous les États du pays, avec un produit intérieur brut de 120 milliards de dollars. Dépassant New York, mais les dépenses de défense étaient concentrées. Pendant la guerre de Corée, 10 entreprises ont reçu 40% des contrats du Pentagone. Cela a donné des emplois à la Californie, mais a rendu l'économie vulnérable. Si les budgets fédéraux diminuaient, la stabilité locale en faisait autant. Cela peut être observé après la fin de la guerre froide en 1991. Dans les années 80, le sud de la Californie représentait encore environ un tiers de tous les emplois dans l'aérospatiale du pays. Mais en 1993, le fond est tombé de l'industrie. Des gens ont perdu leur emploi, alors que les entreprises déménagèrent à District de Columbia où étaient consolidées. Le pétrole et la guerre n'ont pas seulement fait croître l'État, ils l'ont enfermé dans un schéma. Des années de boom lorsque les contrats arrivaient, suivis de ralentissement lorsqu'ils n'arrivaient pas. Cela a rendu la Californie puissante, mais aussi dépendante. Une autre partie importante de la croissance de la Californie était basée sur quelque chose dont elle ne disposait pas beaucoup. Comme je l'ai dit plus tôt, la Californie avait besoin d'eau. Dans les années 30, Los Angeles et la vallée centrale étaient à sec. L'agriculture était en plein essor. Les villes grandissaient, mais l'eau ne suivait pas. Alors la solution était de la déplacer. Le projet de la vallée centrale a commencé dans les années 30. C'était l'un des plus grands systèmes d'eau jamais construits. Des barrages, des réservoirs, des canaux, plus de 500 miles de voies navigables. Il a redirigé les rivières vers les terres agricoles sèches de Californie. Aujourd'hui, il fournit de l'eau à plus de 3 millions d'acres de terres agricoles et à 2 500 000 personnes à travers l'État. Los Angeles a fait quelque chose de similaire. L'aqueduc de Los Angeles a été achevé en 1913. Il a amené l'eau de la rivière Owens à plus de 200 miles de distance. C'était un système alimenté par gravité. Pas de pompe, juste la gravité qui tire l'eau vers le sud. C'est ainsi que Los Angeles a continué à grandir. Mais cela a eu un coût. Le projet a asséché la vallée d'Owens, déclenchant des guerres de l'eau et des procès qui perdurent encore aujourd'hui. Puis, il y avait l'aqueduc de Californie. Il faisait partie du projet d'eau de l'État, construit dans les années 60. Il acheminait de l'eau du nord de la Californie vers le sud aride. Il faisait plus de 700 miles de long et a coûté des milliards. L'idée là était simple, envoyer la pluie et la fonte des neiges du nord de la Californie, là où les gens vivaient. Sans ces projets, la croissance de la Californie aurait été freinée, étant donné que 27 millions des 40 millions d'habitants de l'État en dépendent. En même temps, la Californie construisait des autoroutes. La loi fédérale sur l'aide aux autoroutes de 1956 a financé des milliers de kilomètres d'autoroutes. Elle était censée relier les villes et les villages, mais en Californie, elle a créé quelque chose de nouveau. Elle a créé la banlieue. Los Angeles était à l'époque la capitale automobile du pays. S'étendant vers l'extérieur, des maisons avec des pelouses et des allées ont remplacé les blocs urbains denses. En 1960, c'était un modèle pour les villes basées sur l'automobile, et elle avait plus de kilomètres d'autoroutes que toute autre zone métropolitaine dans le monde. Tout cela a permis à la Californie de se développer plus rapidement qu'ailleurs. Sa population a explosé. De 1940 à 1960, l'État est passé de 7 millions à plus de 15 millions de personnes. C'est l'eau et les autoroutes qui ont rendu cela possible. Mais construire tout autour des voitures et de l'irrigation entraînerait des problèmes à long terme. Au milieu du XXe siècle, la Californie a connu une autre sorte de transformation. Au cœur de cela se trouvait l'université Stanford. Pendant la première moitié des années 1900, Stanford n'était pas vraiment une université de premier plan, comme elle l'est maintenant. Mais tout a changé quand un homme nommé Frederick Terman est devenu doyen de l'ingénierie à Stanford en 1944. Pendant la guerre, Terman dirigeait une équipe de plus de 850 personnes au laboratoire de recherche radio de l'université Harvard, où il supervisait le brouillage radar top secret et la R&D en électronique pour l'armée américaine. Après la guerre, il a ramené le modèle de recherche de défense à Stanford, aidant à obtenir des contrats militaires dans les domaines de l'électronique, des communications et des technologies à micro-ondes. Il a poussé l'université à se concentrer sur des recherches plus pratiques et appliquées, en particulier en ingénierie et en physique. C'était un changement majeur par rapport à l'ancienne orientation de Stanford vers les arts libéraux et les sciences pures. En tant que doyen de l'ingénierie à Stanford, Terman voulait que les diplômés restent en Californie au lieu de partir pour la côte Est. Alors, pour arrêter cette fuite de cerveau, il a encouragé les étudiants à créer des entreprises localement et a offert son soutien. Ses protégés les plus célèbres étaient Bill Hewlett et Dave Packard,
qui ont créé Hewlett-Packard dans un garage à Palo Alto, la toute première start-up de la Silicon Valley. Voyant leur succès, Terman était encore plus convaincu que Stanford devrait activement soutenir l'industrie de haute technologie à proximité du campus. Ainsi, il a proposé un parc d'affaires axé sur la R&D et affilié à Stanford qui générerait des revenus pour Stanford, ainsi que des recettes fiscales pour la communauté de Palo Alto. L'université Stanford et la ville de Palo Alto se sont associés pour fonder le parc, qui a été initialement nommé Stanford Industrial Park, lors de sa création en 1951, maintenant connu sous le nom de Stanford Research Park. Il a loué des terrains bon marché à des entreprises de technologique. Hewlett-Packard a emménagé en premier, Varian Associates a suivi. Bientôt, des dizaines d'entreprises étaient là, toutes construites autour de la recherche de Stanford, et tout était juste à côté de l'université. Dans les années 60, Stanford avait transformé Palo Alto en un pôle technologique, et le timing n'aurait pas pu être meilleur. Pendant la guerre froide, le gouvernement américain investissait massivement dans la technologie. Le département de la Défense a dépensé des milliards en recherche pour des choses comme le radar, l'informatique et les semi-conducteurs. Une grande partie de cet argent est allée en Californie. C'est vraiment les liens de Stanford avec l'armée qui ont fait décoller les choses. Entre les années 50 et 70, Stanford a reçu tellement de financements fédéraux pour la recherche du département de la Défense qu'on dit qu'ils ont construit la Silicon Valley. C'est cependant seulement la moitié de l'histoire de sa création. L'autre homme essentiel à la création de la Silicon Valley, qui est littéralement la raison de la partie Silicon de son nom, était William Shockley. En 1956, Shockley a commencé le Shockley Semiconductor Laboratory à Mountain View, en Californie, qui était proche de sa mère âgée à Palo Alto, en Californie. L'entreprise a été le premier établissement à travailler sur des dispositifs à semi-conducteurs en silicium dans l'État. Mais Shockley était un terrible patron, et fin 1957, ses 8 principaux scientifiques, connus sous le nom de Traitorous 8, ont démissionné et sont devenus le noyau de ce qui deviendrait plus tard Fairchild Semiconductor. Elle a fabriqué le premier circuit intégré commercialement réussi et a été la première entreprise à produire commercialement des transistors en silicium. Mais elle est également devenue un incubateur pour de nouvelles entreprises. Au cours des 20 prochaines années, plus de 65 nouvelles entreprises finiraient par avoir des liens avec des employés de Fairchild. Intel en faisait partie. Tout comme AMD, la dernière pièce de ce puzzle était le capital risque. Avant les années 70, il était assez difficile d'obtenir des investissements. La plupart des banques évitaient les startups à risque, mais pas les capitalistes de risque. Et ils ont tous installé leur boutique sur Sand Hill Road, juste à côté de Stanford. Ils ont injecté de l'argent dans de nouvelles entreprises, souvent fondées par des étudiants et des professeurs de Stanford. Kleiner Perkins et Sequoia Capital étaient les noms les plus importants. Ils ont investi dans des entreprises comme Apple, Cisco et Oracle. L'argent a permis à de petites entreprises comme celle-ci à l'époque de se développer rapidement. Apple a été la percée. Fondée en 1976 par Steve Jobs et Steve Wozniak, elle est devenue publique en 1980. L'introduction en bourse a créé instantanément des millionnaires et elle a inspiré une vague de nouvelles startups. Dans les années 80, la région était appelée Silicon Valley. Il ne s'agissait plus seulement de semi-conducteurs, c'était des ordinateurs, des logiciels, des réseaux, tout. Stanford a continué à alimenter le cycle. Ses professeurs ont consulté pour des entreprises privées, ses diplômés ont créé les leurs, et la relation de l'université avec l'armée n'a pas cessé. Dans les années 1990, la Silicon Valley a abrité les entreprises technologiques les plus précieuses du monde et elle a fait de la Californie le centre du monde technologique. Le dernier élément de la richesse insensée de la Californie provient de son emplacement. Et non, je ne parle pas du fait qu'elle a des plages, de la neige, des montagnes et globalement un temps et une géographie incroyables qui la rendent universellement attrayante en ce sens, mais plutôt de ses ports. Bien que la Seconde Guerre mondiale ait initialement provoqué une expansion rapide des ports de Californie, le port de New York et du New Jersey sur la côte Est était toujours le plus fréquenté en général. Les choses ont commencé à changer cependant dans les années 60, avec l'essor du transport de conteneurs rendant les ports en eau profonde comme Los Angeles et Long Beach beaucoup plus efficaces. Les ports de la côte ouest, comme Los Angeles, disposèrent de plus de terrain pour développer des terminaux de conteneurs à grande échelle, des cours de triage ferroviaire et un accès gratuit, tandis que les ports de la côte est devaient faire face à une forte densité urbaine et à la modernisation d'infrastructures plus anciennes. Ce n'est pas seulement ce que je veux dire par emplacement, car si nous zoomons un peu, la côte ouest est beaucoup plus proche des grands exportateurs asiatiques comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le Vietnam. L'entrée de la Chine dans l'économie mondiale après les réformes de marché, à la fin des années 70, a rendu le port de Los Angeles et de Long Beach instantanément plus important.
Le port de Los Angeles est le port à conteneurs le plus fréquenté de tous les États-Unis, tandis que le port de Long Beach arrive généralement en deuxième position, et ensemble, ils gèrent environ 40% de toutes les importations de conteneurs des États-Unis, ce qui les rend essentiels pour l'économie nationale et le commerce mondial d'aujourd'hui. La Californie a vraiment tout, elle est de loin plus riche que tout autre État américain, mais autant elle excelle, autant elle commence à fléchir. Elle a le taux de pauvreté le plus élevé des États-Unis, à 18,9%, selon la mesure supplémentaire de la pauvreté du gouvernement, qui est beaucoup plus précise que la mesure officielle de la pauvreté, car elle prend en compte le revenu après impôt et tient compte des coûts locaux comme le logement, et inclut des avantages tels que les bons alimentaires et les crédits d'impôt, comparativement au simple revenu avant impôt que mesure le taux de pauvreté standard. La crise du logement est hors de contrôle, le coût de la vie est hors de contrôle. Les gens sont expulsés. Le sans-abrisme est partout, et pourtant il ne cesse de s'aggraver. L'infrastructure n'est pas entretenue. Et cela se passe à côté de sociétés valant des billions de dollars comme Apple, Google et Meta. Certaines grandes entreprises partent. Tesla, Oracle et Hewlett-Packard ont tous déplacé leur siège hors de Californie. Ils disent que c'est à cause des coûts élevés, des régulations et des problèmes de logement. La croissance de la Californie l'a rendue riche. Mais maintenant, cette même croissance la rend fragile. Elle s'est construite sur la migration, la spéculation et l'expansion constante. Maintenant, ces choses lui sont défavorables. La grande question maintenant est de savoir si la Californie peut se réparer ou si le modèle de croissance qui l'a rendue riche est finalement brisé. Merci d'avoir regardé. Et encore une fois,